Alors, bonjour mesdames. Je suis ravi de vous rencontrer. Brigitte Lyon, bonjour. Donc, vous êtes professeure d'histoire et d'archéologie du Proche-Orient, ancien à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cécile Michel, bonjour. Vous êtes directrice Bonjour. de recherche au CNRS. Alors, vous avez publié notamment, je le présente, des articles, des contributions dans ce superbe volume qui vient d'être publié aux éditions Belles Lettres en collaboration avec l'Institut français du Proche-Orient. Et alors, c'est un ouvrage absolument magnifique parce que ça réhabilite l'importance des cartes, notamment pour comprendre les sujets dont on parle, et notamment celui que nous allons évoquer aujourd'hui, l'écriture cunéiforme. Alors, c'est effectivement un sujet que beaucoup de gens, y compris moi-même en premier lieu, ne connaissaient absolument pas, mais j'ai lu ses contributions. J'ai regardé également une vidéo, une conférence que vous aviez tenue à Lille 3 en 2015 qui était extrêmement intéressante. Et là, on va revenir un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'écriture cunéiforme. Alors, dans un premier temps, peut-être est-il indispensable de définir ce qu'est l'écriture cunéiforme. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, vous m'entendez? Oui? Oui, oui. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Nous allons effectivement essayer de vous expliquer comment ces écritures fonctionnent et comment on les a déchiffrées. Donc, cunéiforme, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, Qu'est-ce que ça cunéiforme, signifie? ça vient du latin, ça veut dire en forme de coin ou de clou. Et ce que vous voyez sur votre écran actuellement, eh bien, ce sont effectivement des petits signes en forme de clou combinés entre eux qui fabriquent des signes qui correspondent soit à des mots, soit à des syllabes, soit à des lettres. On va vous expliquer tout ça. D'accord. Madame Lyon, vous voulez rajouter quelque chose? Non, enfin, ma collègue a tout dit, et puis les images montrent mieux que les grandes explications, ce que sont ces signes en forme de clou. Je crois que c'est important d'avoir des supports. Si vous voulez, on a un PowerPoint à vous passer, et on vous explique tout ça dans le détail. D'accord. Donc, alors, parce que moi, j'ai toujours sur mon écran les écritures cunéiformes, déchiffrement, fonctionnement. J'ai toujours la Ça, page d'accueil du débat là. ça, c'est le titre, alors on y va quand vous voulez. D'accord, bah, je vous en prie. Allez-y. D'accord, bien. Oui. Nous démarrons donc. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous remercions le Festival des langues classiques de Versailles et aussi Nicolas Félicie des éditions Les Belles Lettres de nous avoir invités. Même si les langues que nous déchiffrons ne sont en général pas comptées parmi les langues classiques, mais vous avez une extension sur la Chine et donc avant la Chine, on trouve effectivement la Mésopotamie et les cunéiformes. Alors, il s'agissait, comme vous l'avez déjà dit au départ, de présenter l'Atlas historique du Proche-Orient ancien qui a été coordonné par notre collègue Martin Sauvage et qui est paru à la fin de l'année 2020. Et le festival a dû changer plusieurs fois de forme en raison de la crise sanitaire. Et finalement, nous vous présentons une conférence sur les écritures cunéiformes qui ne relève pas nécessairement de Tolkien et les Antiques, qui a été le thème retenu pour le festival, puisque nous allons vous parler de cette écriture cunéiforme et des différentes langues qui ont utilisé cette écriture. Je me permets juste d'intervenir du coup pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent le pourquoi de la présence des écritures cunéiformes dans cette troisième édition du Festival des langues classiques. C'est que d'abord, le festival marque par là son esprit d'ouverture, ce qui est sa racine, puisqu'en principe, nous nous consacrons au grec, au latin et au chinois classique. Mais effectivement, il nous a semblé intéressant d'ouvrir cette perspective, surtout dans le cadre d'une thématique générale qui, cette année, était consacrée à Tolkien, qui est grand inventeur de langues, qui n'a pas pratiqué le cunéiforme, mais qui, dans ses fameuses nombreuses inventions de langues, a inventé des langues qui peuvent s'apparenter, notamment sur le plan graphique, à ces écritures ces écritures et ces langages, ces langues dont vous allez nous parler. Donc, on reste dans cette thématique générale, finalement, et assez proche de certains des débats précédents qui ont permis d'éclairer justement cette caractéristique particulière de Tolkien comme inventeur de nombreuses langues, qu'il était certainement le seul à pratiquer d'ailleurs. Voilà. Alors, il faut effectivement bien prévenir les auditeurs qu'on ne va pas leur parler ni de Tolkien, ni même beaucoup des langues classiques, parce que sinon ils vont être très déçus. Enfin, on va essayer de vous intéresser autrement. Mais ça va vous intéresser justement, d'être surpris. Voilà.
Alors, vous avez parlé d'écriture cunéiforme, puisque c'est le mot-clé au départ, ou le mot-clou. Cunéiforme, dedans, on a forme, un signe en forme de et en forme de cunéi. Qu'est-ce que c'est cunéi? Cuneus, en latin, c'est le coin, le clou, et les images sont plus éloquentes que nous. Alors, le mot même a été inventé, on discute sur la date, au tout début du XVIIIe siècle, par les savants qui commençaient à voir arriver des copies de ces signes en Occident. Et vous voyez que ces signes, c'est un ensemble de petits clous obliques, horizontaux, verticaux. Et dans les langues anciennes de Mésopotamie, on appelait ces signes des triangles. Donc vous voyez que les savants du XVIIIe siècle ne sont pas tombés loin et ont perçu des signes un petit peu comme les percevaient les gens de Mésopotamie eux-mêmes. Alors ces signes ont été utilisés pendant 3000 ans, même un peu plus de 3000 ans. Ils sont caractéristiques des civilisations de Mésopotamie. Et vous voyez sur l'écran la tache rouge de la zone, enfin la tache orange de la zone où ils ont été utilisés. Donc ça va de l'Anatolie, la Turquie actuelle, jusqu'à l'Égypte. Vous voyez que vous avez un petit point rouge en moyenne Égypte. Ça va de la mer Méditerranée jusqu'au golfe Persique, avec également des petits points du côté de la Perse. Et on va même plus loin, puisqu'il y a des petits fragments qui auraient été trouvés, deux petits fragments de tablettes d'époque perse qui auraient été trouvés en Afghanistan, et peut-être même un en Russie. Enfin, pas même, ça a été découvert en Russie, mais on ne sait pas si ça n'a pas été déplacé dans l'Antiquité. Alors, dans toute cette zone, là, vous avez un focus sur la carte qui est plus restreinte, mais dans toute cette zone, on a trouvé plus d'1 million de tablettes couvertes de ces caractères cunéiformes. Et sur cette carte, qui est également issue de l'atlas qu'on vous a présenté au début, vous pouvez voir la répartition des tablettes. Alors, on a dessiné une grande tablette pour tous les sites qui ont fourni plus de 10 000 tablettes, une tablette moyenne pour les sites qui ont fourni entre 1000 et 10 000 tablettes, et pour les sites qui ont fourni entre 500 et 1000 tablettes, une petite tablette. Ce qui fait que vous n'avez pas représenté sur la carte tous les sites qui ont fourni moins de 500 tablettes. Vous voyez une grosse concentration de tablettes sur le sud de l'Irak, ici, et c'est effectivement là qu'est née l'écriture, dans la ville d'Uruk. Les tablettes les plus anciennes ont été trouvées là, dans la ville d'Uruk, et datent du 4e millénaire avant Jésus-Christ, vers 3400 avant Jésus-Christ à peu près. Et les dernières tablettes découvertes, alors les plus récentes viennent en partie d'Uruk, mais aussi de Babylone, et datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'il y a une tradition de l'écriture cunéiforme qui s'est maintenue dans cette région avec beaucoup de vigueur. Alors, des sites ne sont pas localisés sur cette carte avec certitude, parce que malheureusement, depuis plusieurs décennies, en fait, il y a des pillages dans la région, en particulier dans le sud de l'Irak, qui ont mis sur le marché des antiquités des milliers de tablettes cunéiformes. C'est le cas, par exemple, des villes de Garchana et Rissagrik. Vous voyez, c'est des ronds vides qu'il y a pour ces deux villes. Les lots ont été vendus sur le marché des antiquités, et c'est très difficile aujourd'hui de remettre les points avec précision sur la carte. Alors, avant d'aborder le sujet de l'écriture elle-même, nous voudrions évoquer brièvement sa découverte, avec la contribution des premiers voyageurs qui ont exploré ces régions qui étaient relativement oubliées, et ont rapporté en fait les toutes premières copies d'inscriptions cunéiformes, puis avec celles des diplomates au XIXe siècle, qui ont été les premiers archéologues de Mésopotamie, avec un guillemet quand même. Puis on va rappeler l'aventure du déchiffrement des écritures cunéiformes, qui a été une entreprise assez complexe, parce que cette écriture donc notait plusieurs langues et selon des systèmes différents. Et puis ensuite, nous allons vous présenter ces différents systèmes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, on verra comment on apprenait à lire et à écrire au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, puisque nous avons retrouvé des textes scolaires pour cette période-là. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire la redécouverte du Proche-Orient ancien, puisque au départ, ou à l'arrivée, je ne sais pas comment il faut dire, ces civilisations avaient été complètement oubliées. Après les dernières tablettes écrites en cunéiforme au 1er siècle de notre ère, eh bien, plus personne n'a compris ces écritures et n'a même su ce qui s'était exactement passé dans ces régions dans la haute Antiquité. Et tout ce qui est resté comme souvenir de ces civilisations, c'est ce qu'on trouvait pendant longtemps dans la Bible et dans les auteurs grecs, avec la Bible d'ailleurs qui est des fois plus fiable que les auteurs classiques.
Et il surnageait surtout quelques noms dans les mémoires. Par exemple, le nom de Nabuchodonosor, tout le monde le connaît. Alors, soit si on a lu une Bible, parce que c'est l'horrible roi qui a pris Jérusalem et déporté la population du royaume de Juda, soit si on aime la musique, par l'opéra de Verdi, qui s'inspire bien sûr de la Bible. Et Verdi compose son opéra en 1842, c'est-à-dire au moment où on commence juste à redécouvrir le Proche-Orient, où il y a les toutes premières fouilles. Bon, il y a d'autres noms qui sont restés dans les mémoires. Sémiramis, qui est une reine fantastique du Proche-Orient qui serait allée jusqu'en Inde. Ce sont les Grecs qui disent ça. Ou bien Sardanapale aussi dans les sources grecques, roi extrêmement cruel qui se suicide après avoir fait tuer ses femmes et ses chevaux. Tout ça a donné lieu à énormément de peintures, d'opéras. Enfin, il y en a eu. Bon, il y a eu pour Sémiramis, une tragédie de Voltaire, par exemple, pour Sardanapale, une tragédie de Byron, beaucoup d'opéras aussi, vous avez ici quelques décors d'opéra, le tableau de la Croix, 1827, donc beaucoup de ces opéras orientalisants, etc., avant qu'on comprenne vraiment les sources du Proche-Orient. Et Sémiramis et Sardanapale sont des cas intéressants parce que on n'a pas vraiment une Sémiramis et un Sardanapale, mais on a des gens dans l'histoire de l'Antiquité qui avaient des noms proches et les auteurs grecs en général mélanger plusieurs figures pour arriver à un personnage de légende. Bon, on peut penser ici, on voit aussi la tour de Babel, on pense avoir été inspiré par la ziggourate de Babylone, mais plus personne ne savait à quoi ressemblaient les ziggourates de l'Antiquité, et donc les peintres ont imaginé des tours à étages, mais très différentes de ce qui existait dans l'Antiquité. La limite aussi de la Bible et des auteurs grecs, c'est qu'ils documentent à la rigueur ce qui existait au premier millénaire avant notre ère, mais l'histoire du Proche-Orient est bien plus ancienne puisque l'écriture apparaît au 4e millénaire. Donc il y avait des millénaires entiers d'histoire qui avaient été complètement oubliés. Alors en plus de ces noms très anciens qui venaient de la littérature, eh bien, il y a eu ce qu'on peut ramener les voyageurs. Alors, pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge, il y a eu des voyageurs dans ces régions qui ont quelquefois rapporté des récits. Et un des noms qu'on donne toujours, c'est celui d'un rabbin espagnol qui s'appelait Benjamin de Tudel au XIIe siècle, qui est passé à Ninive, qui est passé à Babylone, donc qui a vu toute cette région et qui a donné une description de ces villes. 5 siècles après, un gentilhomme romain, Pietro della Valle, a ramené des inscriptions en caractère cunéiforme, parce qu'il était passé en Mésopotamie, il était passé dans les villes antiques d'Our et de Babylone, et en Perse, il était allé à Persépolis. Malheureusement, les quelques briques qu'il a ramenées en Europe ont été perdues, personne ne sait où elles sont passées, et il a été aussi le tout premier à copier quelques signes de cette écriture cunéiforme. Cela dit, les voyageurs n'avaient pas beaucoup de chance, parce que quand ils allaient en Mésopotamie, les ruines antiques avaient presque complètement disparu. Elles n'étaient pas du tout spectaculaires comme ce qu'on peut connaître dans le monde grec ou romain, tout simplement parce que les gens construisaient en briques et en briques crues. Donc ces édifices étaient très souvent effondrés ou enfouis dans les sables. Là où il y avait un peu plus de pierres et où les édifices étaient plus visibles, c'est quand ils allaient en Perse. Donc on voit sur la gravure des ruines de Persépolis, il y a au moins des colonnes qui subsistent, mais en Mésopotamie, on n'a jamais de colonnes de ce type. Au XVIIIe siècle, il y a eu une expédition scientifique danoise très, très importante qui est allée dans la région, et Karsten Niebuhr, qui était membre de cette expédition, a copié des inscriptions de Persépolis qui étaient bien visibles, gravées sur les monuments. Donc il a copié beaucoup plus que ce qu'avait fait Pietro della Valle, et ça a été les premières grandes copies d'inscriptions qu'il a pu ramener en Occident. Donc je vous arrête, en fait, l'écriture cunéiforme, on la trouve sur des tablettes d'argile. On la trouve également sur des statues ou des monuments. Alors, très bonne question. On la trouve sur des tablettes d'argile, sauf que les tablettes d'argile, à l'époque des grands voyageurs au XVIIIe siècle, etc., elles étaient enfouies sous les sables, sous la terre, et tout ce qu'on voyait, c'était ce qui restait dans le paysage, donc des inscriptions qui avaient été gravées sur pierre, et ça, on en trouvait beaucoup plus du côté perse que du côté Mésopotamie. Donc, c'est surtout les voyageurs qui allaient en Perse qui ramenaient des choses, plus que ceux qui allaient en Mésopotamie. Et en Mésopotamie, ça a été trouvé secondairement. Voilà, Cécile va vous en parler tout de suite. Voilà, alors c'est au milieu du 19e siècle qu'en fait c'est la rivalité franco-anglaise pour le contrôle de la route des Indes qui donne le coup d'envoi véritable de la recherche archéologique dans cette région. Et c'est le premier consul de France à Mossoul, Paul-Émile Botta, qui entreprend en 1842 la fouille du tel Kuyunjik, qui était en fait
qui est le nom moderne de l'antique ville de Ninive, mais sans aucun résultat, et d'ailleurs il n'identifie pas du tout qu'il s'agit de la ville de Ninive. Mais puisqu'il n'a pas beaucoup de résultats, il se déplace un peu et l'année d'après, il explore le site de Khorsabad, qui est au nord-est de Mossoul. Et là, il a beaucoup plus de chance parce qu'il met au jour les reliefs et les inscriptions du palais de Sargon II. Sargon II, c'est un roi néo-assyrien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et une partie des reliefs monumentaux et des inscriptions du palais de Sargon II sont envoyés au musée du Louvre et forment la toute première collection d'antiquités assyriennes du Louvre. 2 ans plus tard, cette fois-ci c'est un Britannique, le diplomate anglais Henry Austin Layard, qui découvre le palais d'Ashur-Netzir-Pal II, un roi néo-assyrien du 9e siècle, sur la ville de Nimrud, qui est l'antique capitale de Kalrou, au sud de Mossoul cette fois-ci. Layard poursuit son activité sur le tel de Kuyunjik, donc qui venait d'être abandonné par Botta qui n'y avait rien trouvé. Et là, il a beaucoup plus de chance que Botta parce qu'il découvre le palais de Sennacherib, donc un autre roi néo-assyrien du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, en très peu d'années, les 3 dernières capitales de l'Empire néo-assyrien sont explorées dans ce très très court laps de temps. Alors, ces diplomates archéologues se font accompagner, heureusement pour nous, par des peintres et des artistes qui nous fournissent ces magnifiques témoignages visuels. Il faut se dire qu'à cette époque-là, eh bien, la photographie vient à peine d'être inventée. Alors, ces témoignages-là sont d'autant plus importants que ces capitales se trouvent dans le territoire qui a été contrôlé par le groupe djihadiste Daesh entre l'été 2014 et juillet 2017. Et vous savez qu'il y a eu des dégradations importantes qui ont été faites par Daesh sur les taureaux androcéphales ailés de la porte de Nergal à Ninive, sur le site de Kalrou, etc. Il y avait eu des vidéos de propagande qui ont été mises sur le net à cette époque-là. Alors, à partir de 1857, les tablettes d'argile qui forment la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive partent enrichir les collections du British Museum. Mais là, donc, je vous ai dit, il y a des objets qui partent au Louvre, d'autres objets qui partent au British Museum, mais tout n'arrive pas à bon port en Europe. En 1855, on charge sur des radeaux sur le Tigre des caisses d'antiquités qui sont destinées au Louvre. Il y a une attaque de nomades et les radeaux coulent dans le Tigre et sont perdus à tout jamais. À la fin du 19e siècle, on s'attaque cette fois-ci aux sites qui sont au sud de la Mésopotamie et qui sont explorés à leur tour. Alors, je vais vous citer les sites de Tello, Dour, Dourouk, et puis aussi en Perse, le site de Suse. L'un des sites de ces sites, le site de Tello, est fouillé par Ernest de Sarzec à partir de 1877. Et là, c'est très important parce que pour la première fois, on atteint des niveaux beaucoup plus anciens, plus profonds et plus anciens, qui sont les niveaux du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et cela permet de découvrir l'antique civilisation des Sumériens. Malheureusement, c'est aussi la première fois que les fouilleurs ont affaire à des structures architecturales qui sont bâties en briques crues et ils sont incapables de voir les structures faites de briques crues et donc ils creusent en traversant tous les murs. Donc, grosso modo, on perd toute la structure architecturale de ces sites. Tout ce qu'il en sort, ce sont les statues en pierre qui, elles, bien sûr, sont prélevées avec soin et envoyées dans les musées. Alors, dans ces statues en pierre, vous avez par exemple cette plaque du roi Urnanché ou encore de nombreuses statues de Gudea qui rejoignent une salle du musée du Louvre où on peut les voir aujourd'hui. Mais malheureusement, à cause de ces techniques de fouille très imparfaites, on ignore tout du contexte archéologique de ces statues. Oui, vous évoquez donc la présence des Anglais et des Français, mais je crois qu'à la fin du 19e siècle, les Allemands, enfin il y a les Américains et les Allemands arrivent aussi. Et en quoi la méthodologie des fouilles des Allemands a-t-elle été un progrès? Alors justement, j'y arrive, c'est ma prochaine diapo. Les Allemands arrivent donc effectivement à la toute fin du 19e siècle et les méthodes changent radicalement parce que ce sont des architectes
les premiers archéologues allemands ont une formation d'architecte. Ce sont Walter Andreid sur le site d'Achour, par exemple, ou encore Koldewey sur le site de Babylone, ou encore Jordan sur le site d'Uruk. Ce sont des sites extrêmement importants, donc c'est d'autant plus important que ces savants apportent des méthodes de fouilles. En fait, ils mettent la base, ils établissent la base des fouilles de ces sites qui sont construits principalement avec des briques d'argile crue. C'est très compliqué à fouiller. Vous avez des briques d'argile dans une terre argileuse. Ce n'est pas facile du tout d'aller délimiter les murs. Alors, c'est de ce site d'Uruk donc, que viennent les tablettes les plus anciennes qui ont été découvertes. Après la Première Guerre mondiale, les fouilles se poursuivent donc sur le site en Irak sous le mandat anglais et en Syrie et au Liban sous le mandat français. Et vous savez que c'est l'époque où on a créé effectivement des musées dans les villes de Beyrouth, de Bagdad, de Damas et d'Alep, où désormais on va conserver une partie de ce qui est découvert. Donc il y a une espèce de partage des antiquités entre les musées occidentaux et les musées locaux. Et si vous voulez apprendre des choses assez vivantes sur les fouilles dans l'entre-deux-guerres au Proche-Orient, eh bien, on vous renvoie à 2 romans d'Agatha Christie. Alors, Agatha Christie avait épousé en secondes noces Max Mallowan, qui était un archéologue de plusieurs sites en Irak et aussi en Syrie. Donc, vous pouvez lire Rendez-vous à Bagdad ou Meurtre en Mésopotamie. Dans Meurtre en Mésopotamie, elle décrit ce qui se passe sur les chantiers de fouilles et elle invente en fait un chantier de fouilles qui ressemble à un mélange de sites en Syrie et en Irak. Oui, c'est une référence intéressante parce que Agatha Christie a également assisté aux fouilles de Toutankhamon et elle explique déjà, avec Ron Howard, elle explique déjà qu'il y avait déjà un tri, il y avait une séparation entre les chercheurs locaux et les chercheurs britanniques. C'était la législation qui était établie en fait de chacun de ces pays au moment où on a établi des services d'antiquité dans ces pays sous les mandats français et britanniques. On a effectivement établi une méthode de partage. Alors elle le décrit justement dans ce passage. Elle dit voilà, le moment du partage, le moment crucial, la division est presque arrivée. À la fin de chaque saison, le directeur du service des antiquités vient en personne ou bien il délègue quelqu'un afin de diviser en 2 lots les objets qui ont été trouvés sur le champ de fouilles. En Irak, il passait en revue chaque pièce l'une après l'autre et cela prenait plusieurs jours. En Syrie, la méthode de travail est bien plus simple. On laisse à Max, donc son mari, le soin de partager les objets en 2 lots de valeur égale. Alors évidemment, les lots n'étaient pas nécessairement de valeur égale au niveau scientifique parce qu'on sait comment les archéologues se débrouillaient pour avoir des lots très tape à l'œil, mais avec des pièces moins intéressantes scientifiquement parlant, pour que les musées locaux, le directeur des antiquités locales récupère le lot qui n'était pas forcément scientifiquement le plus intéressant. Donc, ce partage des fouilles tel qu'il est décrit par Agatha Christie, bien sûr, n'existe plus. Tous les pays du Proche-Orient à présent conservent, ou plutôt tentent de conserver leurs antiquités. Et comme vous le savez, la situation au Proche-Orient est difficile. Ça fait plus de 40 ans qu'il y a des guerres et que le patrimoine archéologique est en danger. Les fouilles se poursuivent quand même dans plusieurs pays, en Turquie, au Liban, en Israël, dans le Kurdistan irakien qui est exploré alors qu'avant c'était difficile de l'explorer. Et puis quelques collègues ont repris le chemin du sud de l'Irak, donc les fouilles ont repris à Babylone, à Our, à Larsa, à Tello par exemple. Je reviens juste une seconde sur l'histoire du partage des fouilles. Je crois que c'est en vertu du partage des fouilles que les Allemands ont récupéré la magnifique tête de Néfertiti aux Égyptiens, qui se trouvait à Amina, et les Égyptiens la réclament, et les Allemands leur répondent toujours que mais non, ils l'ont pris tout à fait légalement. Les Égyptiens ont choisi la mauvaise caisse, et les Allemands ont gardé celle où il y avait la tête. C'est pas très fair-play, mais ça se pratiquait comme ça. Évidemment, ça a été interdit dans l'entre-deux-guerres. Hein, en tout cas pour l'Irak et la Syrie, ces États, l'un après l'autre, ont décidé que ça suffisait et que plus rien ne sortait d'Irak et de Syrie. Et qu'est-ce qui se passait, par exemple, si il y a une partie d'une tablette, donc une tablette cassée en 2, les Britanniques ou les Français en prenaient une partie et l'autre allait ailleurs. Alors, il y en a beaucoup. Et nous avons énormément de tablettes qui sont en plusieurs morceaux dans plusieurs musées. Donc aujourd'hui, on fait des prises de vue en scan 3D et on fait des reconstitutions sur ordinateur des tablettes complètes.
Et pendant longtemps, ça a occupé les archéologues. Beaucoup de collègues qui travaillaient sur des grands textes littéraires, par exemple, passaient leur temps à tourner dans les musées du monde pour chercher les différents morceaux. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. On peut avoir le début d'une tablette à Paris ou aux États-Unis, et puis la fin en Irak. Voilà, donc on essaye de... Alors on appelle ça faire des joints quand on rejoint les deux morceaux de tablette. Et on fait des joints à distance avec la copie d'un morceau qui est en Irak, et puis... le reste de l'objet qui est ailleurs. C'est bien d'avoir des photos, on n'en a pas toujours, on se débrouille avec les anciennes copies, enfin, on se débrouille comme on peut. Voilà, j'en viens peut-être aux histoires de déchiffrement, pour qu'on essaye de voir comment ça a commencé. Parce que, on va faire un petit clin d'œil aux langues classiques, hein, le grec et le latin. Il y a toujours eu du monde sur la Terre pour parler grec et latin, et ces langues-là sont arrivées jusqu'à nous sans qu'il y ait solution de continuité dans la tradition. En revanche, en Mésopotamie, c'est tout le contraire. Les langues ont été oubliées, les écritures ont été oubliées, comme pour l'Égyptien antique, et donc il a fallu tout redéchiffrer. Alors, la joie en Mésopotamie, c'est que ces écritures cunéiformes dont on vous a parlé, et cuniforme, ça veut dire en forme de clou, mais une écriture en forme de clou, eh bien, elle peut noter plusieurs langues différentes selon plusieurs systèmes différents. Et donc, la tâche a été très dure pour les gens qui ont été déchiffrés, parce qu'il a d'abord fallu qu'ils comprennent que cette écriture comprenait correspondait à plusieurs langues notées par plusieurs systèmes. Alors, d'abord, les savants, un petit peu comme pour les hiéroglyphes égyptiens, ont été intrigués par ces représentations et se sont demandé aussi si ça n'était pas simplement des dessins, des signes décoratifs. Et Pietro della Valle, qui avait copié ces tout premiers signes cunéiformes, lui avait tout de suite postulé qu'il s'agissait d'une écriture et qu'il fallait la lire de gauche à droite. Et il avait tout à fait raison, en fait, c'était de l'intuition, mais c'était tout à fait exact, mais son hypothèse n'a pas fait l'unanimité, puisque ces inscriptions ne ressemblaient à rien de ce qui était connu, et qu'au départ, quand il ramène ça au XVIIe siècle, on ne sait pas de quand ça date, on ne sait pas, on n'a aucune idée des langues que ça peut transcrire, du contexte de production de ces inscriptions. Un des premiers monuments qui a été rapporté en Europe, après les pierres de Pietro della Valle qui ont disparu, c'est une stèle en pierre qu'on appelle le caillou Michaud et qui se trouve aujourd'hui encore au cabinet des médailles. Et au départ, eh bien, les savants se sont cassés, les chercheurs, disons, se sont cassés les dents là-dessus parce qu'ils ont fait toutes sortes d'hypothèses de traduction. Et vous avez en diapo une des propositions de traduction les plus farfelues qu'on doit à un monsieur qui s'appelait Liechtenstein et qui disait, voilà, vous avez une petite partie, hein, la faiblesse, ne l'oubliez pas, est le partage des femmes. Trop souvent, vous êtes aveugles sur vos propres fautes. Nous vous recommandons aujourd'hui solennellement la morale qu'enseigne notre croyance. Alors même en français, on n'est pas sûr que ça veut dire grand-chose. Et tout le reste est un avenant. En fait, vous n'avez pas compris du tout. Et en fait, la réalité est plus, je ne sais pas s'il faut dire plus simple, mais plus prosaïque. Ce monument enregistre une donation de terre faite par un père à sa fille, et ça date du XIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, le déchiffrement a vraiment commencé de façon plus sérieuse à la fin du XVIIIe siècle avec Carsten Niebuhr, encore lui. Encore une fois, Carsten Niebuhr, c'était un scientifique science dure, hein, et il a eu une bonne idée, il a compté les signes, puisqu'il y avait tous ces signes de formes différentes, il s'est demandé combien il y en avait, à partir des inscriptions qu'il voyait sur les rochers en Perse, hein, sur les monuments en Perse, et il s'est rendu compte qu'à certains endroits, il y avait une quarantaine de signes, et à d'autres, il y en avait plus que ça. Et il a constaté l'existence d'au moins 3 systèmes d'écriture différents qui employaient chacun un nombre de signes différents. Et alors, en bonne méthode, il s'est dit qu'il allait peut-être commencer par le plus simple. Pardon, je vous ai interrompu. Non. Je continue. Donc, il s'est dit, on va commencer par le plus simple, celui où il y a le moins de signes. Donc, il y avait un système où il y avait une quarantaine de signes. Alors, déjà, Niebuhr a fait un grand progrès en comprenant qu'il y avait 3 écritures qui notaient peut-être 3 langues. Ça vous fait peut-être penser à la pierre de Rosette, où il y a aussi 3 écritures, sauf que dans la pierre de Rosette, au moins, tout le monde comprenait le grec. Et chez nous, la joie et le bonheur, c'est que quand on a compris qu'il y avait 3 systèmes d'écriture, personne n'en comprenait aucune. Donc, c'était, imaginez, de faire déchiffrer la pierre de Rosette sans connaître le grec. Donc, c'était exactement ça, la situation fin du XVIIIe siècle. Alors, petit à petit, il y a quand même des précisions sur le contexte de ces écritures parce qu'on avait fini par les rapprocher des rois perses dont parlent les sources grecques
Donc, on pouvait dater ça de la Perse achéménide, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e siècle avant notre ère, et essayer de voir ce que les sources grecques disaient des rois de cette époque. Au moins, on avait la liste des rois de l'époque, on avait un peu un contexte historique de production de ces inscriptions. Et du coup, on a compris que probablement, s'il y avait une langue notée là-dedans qui pouvait être du perse, ça pouvait être intéressant. Et alors, c'est un Allemand qui s'appelait Grotefend, qui était tout jeune, hein, qui avait 26 ans. Alors, sur la diapo, il a un peu plus de 26 ans, mais qui a commencé le premier à essayer de casser ce code en regardant ces inscriptions les plus simples et en se disant que là-dedans, s'il y avait des rois perses, on devait retrouver leur nom et on devait retrouver des signes qui voulaient dire roi, grand roi, etc. Et c'est en fait ce qu'il a repéré en premier, des séquences de signes qui se suivaient et qui correspondaient à ce qu'on appelle la titulature des rois, c'est-à-dire un tel grand roi, roi des rois, fils d'un tel qui était lui aussi grand roi des rois. Et du coup, il a repéré les séquences de signes qui voulaient dire roi, qui voulaient dire fils, et il a trouvé des noms propres qu'il a compris comme étant ceux du roi Darius, du roi Xerxès, qui étaient bien connus par les sources grecques. Donc, il a pu poser les bases de la méthode, il a compris une quinzaine de signes, et comme il était dans un système alphabétique, eh bien, de proche en proche, il a pu déchiffrer les autres signes, et il a compris que ce qu'il déchiffrait, c'était une forme ancienne du perse. Or, on est au tout début, fin 18e, début 19e siècle, et c'est le moment, la fin du XVIIIe siècle, où les orientalistes se sont passionnés, les linguistes se sont passionnés pour toutes ces langues anciennes, notamment pour les formes anciennes du perse qui étaient conservées dans l'Avesta, hein, le livre sacré des Zoroastriens. Et donc, on a pu faire le rapprochement entre cette langue ancienne et ce qu'on était en train de lire sur ces inscriptions. Alors, le malheureux Grotefend n'a pas eu de chance parce que son travail n'a pas été du tout reconnu. Et, enfin, en tout cas, en Allemagne, il n'a pas été reconnu et puis il est passé à d'autres choses. Et alors, ceux qui ont repris le flambeau, ce sont des savants d'autres pays, qui sont, alors, dans son pays par Jules Aupert, qui s'y est tout à fait intéressé, en Angleterre par Rawlinson, et également par Edward Inks, qui était irlandais, et qui, eux, se sont passionnés pour ce vieux perse, d'autant plus qu'entre-temps, on avait découvert une inscription très, très grande sur des rochers en Iran, à Behistun. C'est d'ailleurs la seule inscription vraiment narrative des rois perses. C'est une inscription qu'a fait graver Darius quand il a pris le pouvoir, puisque Darius était un usurpateur, il fait graver une grande inscription dans la montagne pour justifier tout ça. Et cette inscription aussi, eh bien, on avait compris qu'elle était écrite dans ces trois systèmes d'écriture. Donc Rawlinson a payé de sa personne, est allé escalader les rochers, copier cette inscription. Et en 1847, eh bien, il a estimé qu'il avait compris donc, cette version vieux perse de l'inscription de Behistun. Alors, il a estimé qu'il avait compris, et il avait compris. Et du coup, ça devenait intéressant parce que comme il y avait beaucoup de ces inscriptions en trois systèmes d'écriture, eh bien, à partir de ce moment-là, on se retrouvait un peu dans la situation de Champollion avec sa pierre de Rosette, c'est-à-dire qu'on avait trois systèmes d'écriture, mais il y en a un qui était compris, et la langue qui était derrière était comprise aussi. Donc, on avait une bonne base, puisqu'on pouvait estimer que les deux autres écritures et éventuellement deux autres langues qui n'étaient pas encore déchiffrées devaient aussi mentionner le nom des rois perses, on devait retrouver grand roi, roi des rois, etc. Et c'est ça qui a permis le déchiffrement de ces autres écritures qui ont été déchiffrées dans la foulée, dans les années qui ont suivi, donc dans les années 1840-50. Une de ces langues a été appelée l'élamite, c'est une langue de l'Iran ancien, mais qui préexistait à l'arrivée des Perses, qui attestait dès le deuxième millénaire, même depuis le troisième millénaire, qui est noté par des signes, mais qui ne sont, alors toujours qu'uniformes, vous voyez, mais qui n'ont pas des valeurs de lettres d'alphabet. Chaque signe a la valeur d'une syllabe. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il faut beaucoup plus de syllabes pour noter une langue que de signes alphabétiques. Pour le premier millénaire, pour noter les lamites, il faut au moins 130 signes. À certaines époques, il en faut encore plus. Et puis, la troisième langue, et alors c'est celle qui nous intéresse, nous, enfin ma collègue et moi, et que nous connaissons le mieux, c'est une langue qui s'appelle, que les savants ont appelée l'akkadien. Ils lui ont d'abord donné toutes sortes de noms différents. Nom qui vient de la ville d'Akkad, une ville qui a été une capitale d'empire au milieu du troisième millénaire. Et dans un sens large, c'est une appellation, la langue akkadienne, qui couvre la langue sémitique qui a été utilisée jusqu'à la fin du premier millénaire, mais évidemment, en 2500 ans, cette langue a évolué. Alors, il y a deux dialectes principaux qui sont l'assyrien et le babylonien, et évidemment, de même que notre langue française évolue tout le temps, et bien l'assyrien, le babylonien, etc., ont évolué.
Et c'est celle-là qui a été employée dans toute la grande zone géographique que vous avez vue en rouge tout à l'heure sur la carte, et qui a été employée non seulement, bien sûr, ensuite à l'Irak, aujourd'hui, à la Syrie, mais également en Turquie, mais également, on a trouvé des traces au Koweït, et puis dans ces inscriptions multilingues en Perse, et puis un peu, j'allais dire, accidentellement en Égypte. En Égypte, on a trouvé ce que les rois de Mésopotamie envoyaient en Égypte, les lettres qu'ils envoyaient. Alors, pour revenir à notre histoire de déchiffrement, donc là, on est à peu près vers 1845, et avec le déchiffrement du vieux perse, ben, on se retrouve dans la situation de Champollion face à sa pierre de Rosette, comme Brigitte l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on connaît le contenu des textes et on peut s'attaquer aux autres langues qui sont écrites sur ces trilingues. Alors, les savants ont supposé que la langue de la troisième colonne des inscriptions de Persépolis, c'est une langue sémitique, donc ce que Brigitte vient de mentionner, c'est-à-dire l'akkadien, et que certains signes, effectivement, notaient des syllabes. À cette même époque, on a aussi des fouilles qui progressent dans le nord de la Mésopotamie, et donc les savants disposent en fait d'un échantillon de plus en plus grand de textes qui permettent de faire des progrès considérables sur la compréhension de la langue. Alors, on a 4 savants qui sont considérés comme les co-déchiffreurs de l'akkadien, et je vais vous les présenter à présent. Le premier, on l'a déjà vu, c'est ce militaire anglais Henry Rawlinson, puis on a 2 autres britanniques, et enfin on en a un autre qui est devenu français. Alors, Sir, il a été anobli, Sir Henry Creswick Rawlinson est un militaire, donc anglais, qui était dans l'armée des Indes et qui est devenu résident de la British East India Company à Bagdad. Donc, il avait le grand avantage d'être sur place. Là, il a bénéficié de ses contacts avec les archéologues, et puis aussi à Londres, puisqu'il voyage beaucoup, il rentre souvent à Londres. Eh bien, il a de puissantes relations qui lui donnent un accès absolument permanent au British Museum. Alors, il publie, donc après avoir escaladé le rocher de Beistoun, il publie le texte akkadien du rocher en 1851, et il propose déjà une traduction. Il s'est attaqué au déchiffrement en fait en comparant les noms propres dans la version vieux perse et la version en akkadien. Et en plus, à sa publication, il ajoute une table qui propose la valeur de plusieurs centaines de signes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, donc c'est un Allemand d'origine, né à Hambourg, mais devenu français, parce que comme à cette époque où beaucoup de savants juifs ne trouvaient pas de poste dans le milieu académique, il s'est exilé en France. Donc c'est Jules Aubert, et il était passionné par les langues orientales. Il a participé à une expédition en Mésopotamie entre 1852 et 1854, et en plus il va au British Museum pour analyser les tablettes qui proviennent de la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive et qui ont été rapportées par les Anglais. À son retour du British Museum, il publie un rapport qui montre qu'en fait, il a aussi, de son côté, fait d'énormes progrès dans la compréhension de la langue akkadienne et du système cunéiforme pour la noter. Le troisième, c'est William Henry Fox Talbot. Alors lui, c'est un caractère absolument original parce qu'il s'intéresse absolument à tout, à la botanique, aux mathématiques, à la philologie, à l'archéologie. Il a des cratères sur la Lune qui portent son nom, des formules mathématiques qui portent son nom et 2 plantes qui portent son nom. Et en plus, il a inventé un procédé qui s'appelle le calotype ou le talbotype, qui permet d'obtenir à partir d'un seul négatif plusieurs images en positif. Donc vous voyez, c'est vraiment le profil de l'inventeur et du génie fou. Et en plus, il s'intéresse aux langues aux écritures cunéiformes et aux écritures hiéroglyphiques aussi d'ailleurs. Et le quatrième, alors à l'opposé des autres, c'est un pasteur irlandais qui n'a jamais quitté de sa vie sa petite paroisse en Irlande, mais qui est également passionné par les écritures anciennes et qui a participé au déchiffrement des hiéroglyphes et également au déchiffrement du vieux perse. Donc, ces 4 savants ont avancé un peu indépendamment les uns des autres, mais en échangeant bien sûr des courriers. Et pour lever le doute qui persiste encore sur le déchiffrement de l'akkadien, eh bien, en 1857, William Fox Talbot envoie à la Royal Asiatic Society à Londres
la transcription de cet objet qui est un prisme en argile, qui est une inscription en fait du roi assyrien Tiglath-Phalazar Ier, un roi qui a régné entre le XIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Et cet objet vient d'être découvert et a été recopié. Et donc, il a travaillé à partir de la copie et il envoie sa traduction sous pli cacheté à la Société royale britannique en demandant que ce pli ne soit ouvert que lorsque Henry Rawlinson aurait de son côté préparé la traduction dont il a annoncé la publication de ce même texte. Alors, la Royal Asiatic Society décide d'associer à cette épreuve deux autres savants, donc Jules Aupert et Edward Hinks, et les 4 savants s'exécutent, rendent leur traduction du prisme en anglais, sous enveloppe scellée, et le 25 mai 1857, une commission spécialement nommée ouvre les 4 enveloppes et compare les traductions. Et les 4 traductions convergent sur l'essentiel. Alors bien sûr, il y a des détails qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En plus, Jules Aupert avait traduit en français, puis a dû traduire du français en anglais. Celle de Fox-Talbot était un petit peu différente, etc. Mais sur l'essentiel, les traductions concordent. Et donc, la Royal Asiatic Society décrète que l'acadien est déchiffré. Donc, on a une date pour ce déchiffrement très précise qui est le 25 mai 1857, ce qui est assez original quand même. Alors, on est loin d'être arrivé au bout du déchiffrement de ces différentes langues, bien sûr, puisqu'il reste encore pas mal d'autres langues à découvrir. Dès 1852 déjà, Edward Hinks, donc le pasteur irlandais, avait proposé d'attribuer à l'écriture cunéiforme une origine qui ne serait pas sémitique, donc qui ne serait pas l'acadien en fait. Ce ne seraient pas les inventeurs de l'écriture. Et en plus, la même année, Rawlinson, le soldat britannique, avait découvert dans les tablettes de Ninive, rapportées de Ninive, des textes bilingues. Et l'une des langues notées était bien l'acadien, mais l'autre est complètement inconnu. Alors, Jules Aupert examine à son tour ces textes au British Museum et il comprend qu'en fait, il y a certains signes qui ne correspondent pas à des syllabes, mais plutôt à des mots entiers, ce qu'on appelle en fait des logogrammes, un signe pour un mot. Et Jules Aupert suppose que ces logogrammes ont été créés en fait pour noter une langue encore plus ancienne que l'acadien. En 1869, Jules Aupert propose d'appeler cette langue sumérien parce qu'il a vu que certains rois portaient le titre de roi de Sumer et d'Akkad. Alors on progresse lentement dans le déchiffrement de cette nouvelle langue qui utilise un nouveau système d'écriture cunéiforme et une première grammaire du sumérien est rédigée par François Lenormand et publiée en 1873. Alors vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ernest de Sarzec qui avait fouillé le site de Tello à partir de 1877 et qui avait atteint les niveaux du 3e millénaire. Et en fait, les fouilles d'Ernest de Sarzec produisent des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes qui sont écrites dans cette langue sumérienne. Mais ils sont, cette fois, c'est plus des bilingues. C'est rédigé exclusivement et uniquement en sumérien. Et en plus, ce sont des textes qui datent de plusieurs siècles au cours du 3e millénaire. Donc, ça permet d'établir l'évolution des signes et l'évolution de la notation du sumérien au cours du 3e millénaire. Alors, on progresse. Oui, je me permets de vous couper. Oui. Ces textes, c'était des textes administratifs, c'était des textes comptables? Alors, il y a de tout. Il y a des textes administratifs en quantité pour la fin du 3e millénaire, mais on a aussi des documents scolaires. On a aussi, par exemple, des listes de vocabulaire, des listes de mots qui servaient aux scribes à l'apprentissage. Et puis, on a des textes littéraires aussi. On a un peu de tout. Mais pour ce qui est de la masse de la documentation, on a quand même beaucoup de documentation administrative. Alors, pour continuer dans le déchiffrement du sumérien, en fait, en 1905, c'est François Thureau d'Angin qui publie un ouvrage qui s'appelle « Les inscriptions de Sumer et d'Akkad ». Et là, il publie des inscriptions royales. Donc, vous voyez, on a aussi pas mal d'inscriptions royales du 3e millénaire qui sont rédigées complètement en sumérien.
Et en fait, tout au long du XXe siècle, on va multiplier les missions dans le sud de l'Irak et accroître considérablement le nombre de textes que l'on a en sumérien. Alors, à partir de maintenant, on va essayer de vous expliquer comment ça marche. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça a été acquis, comment fonctionnent ces systèmes? On a donc découvert au cours de l'histoire du déchiffrement que nos signes cunéiformes ont eu des valeurs très, très diverses. Et le déchiffrement s'est fait en commençant par les inscriptions les plus récentes jusqu'aux plus anciennes. Et en fait, si on repart des plus anciennes, eh bien, les plus anciens signes correspondaient chacun à une idée ou à un objet. Donc, comme l'a dit Cécile, c'est ce qu'on appelle des logogrammes. Mais très vite, ces signes ont été employés pour leur valeur phonétique et ils ont été utilisés pour noter une syllabe, un son, indépendamment d'un sens particulier. Et puis, on l'a vu avec le vieux perse qui a permis le déchiffrement des toutes premières inscriptions, on a aussi des systèmes plus simples dans lesquels chaque signe peut correspondre à une lettre et dans ce cas, il s'agit d'un alphabet et on connaît 2 cas d'écriture alphabétique. Alors là, il s'agit juste de signes, de valeurs des signes et d'écriture. Si on s'intéresse maintenant aux langues, alors on redéroule. Depuis à la fin du 4e millénaire, ce qui a été utilisé en premier, apparemment, comme langue, ce qui a été noté en premier, c'était la langue sumérienne, et le sumérien utilise les signes avec une valeur de logogramme. Et le sumérien a été noté pendant tout le 3e millénaire, et ensuite c'est devenu, autour de 2000, c'est devenu une langue morte, mais qui a continué à être utilisée comme langue de culture, là encore un petit peu comme le latin et le grec chez nous. À partir du milieu du 3e millénaire, en même temps que le sumérien, l'akkadien a été noté, et l'akkadien est noté avec un syllabaire, c'est-à-dire que chaque signe équivaut à une syllabe. Et alors, juste pour la cerise sur le gâteau, pour compliquer un peu les choses, le même système, un signe égale une syllabe, a été utilisé ensuite par plein d'autres langues. Alors là, vous avez quelques exemples. Le rourit, qui est une langue qui a été utilisée dans tout ce qui correspondrait à l'Irak du Nord et Syrie actuelle, début-milieu 2e millénaire. Le hittite aussi, début-milieu 2e millénaire, mais utilisé en Turquie. Les lamites, on l'a vu utilisé en Iran depuis le 3e millénaire et jusqu'au 1er. L'ourartéen, l'ourartou, c'est dans la région d'Arménie aujourd'hui, dans la région du lac de Van, au 1er millénaire. Il y a des inscriptions dans cette langue particulière. Et si vous voulez, l'idée est la même que pour aujourd'hui, notre écriture, notre alphabet latin avec lequel nous notons le français, eh bien, il est utilisé pour noter plein d'autres langues. Si on apprend l'allemand ou le vietnamien, c'est la même écriture. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les mêmes syllabes servent à noter l'akkadien et à noter d'autres langues. Enfin, il y a 2 langues qui ont eu recours à une écriture alphabétique cunéiforme, ce qu'on a appelé l'ougaritique, parce qu'on connaît cette langue par des tablettes trouvées sur le site d'Ougarit qui se trouve en Syrie actuellement. Ça se trouve dans la partie de la Syrie qui donne sur la mer Méditerranée. Et puis, donc, le corpus d'Ougarit date du XIIIe siècle avant notre ère et a été ensuite complètement abandonné. Et le vieux perse qui a été utilisé entre la fin du VIe siècle et le IVe siècle et qui a été aussi abandonné. Alors, on va peut-être redévelopper un peu ces cas de figure en recommençant par le plus ancien, le cas du sumérien. Comment ça fonctionne, cette écriture par logogramme en sumérien? Alors, si vous avez des choses sur le chinois au Festival des langues de Versailles, je pense que vous ne serez pas dépaysés parce qu'on va retomber un peu sur la même chose, c'est-à-dire que chaque signe correspond à une idée, un objet, une notion. Voilà. Alors, du point de vue linguistique, la langue sumérienne n'est apparentée à aucune famille connue. Alors, on ne sait pas si elle était la seule de son groupe, mais enfin, c'est la seule, s'il y a eu plusieurs langues du même groupe, c'est la seule qui n'a jamais été notée. Alors, à raison d'un signe par mot, il faut beaucoup de signes, parce qu'il faut un signe différent pour chaque nom, chaque adjectif, chaque verbe. Donc, il faut beaucoup de logogrammes, beaucoup de signes pour noter tous les énoncés d'une langue. Et pour écrire le sumérien, on estime qu'il faut à peu près 500 signes. Il y a toujours des difficultés pour savoir combien de signes exactement sont employés. Alors, on ne peut pas multiplier les signes à l'infini, donc les scribes ont essayé de faire des variations autour d'un même signe. Par exemple, vous voyez sur le PowerPoint le signe de la tête, mais il y a ce même signe qui est utilisé avec des petites hachures sur le bas de la tête
pour renvoyer à toutes les notions qui concernent le bas du visage. Donc ça peut être la bouche, le nez, la dent, mais ça peut être aussi la parole, le cri, et puis aussi les verbes, le fait de parler, etc. Une autre possibilité, c'est ce que vous avez sur la diapo, on retrouve la petite tête associée à un objet dont on ne sait pas trop si c'est un pain ou un bol, mais en tout cas ça renvoie à l'alimentation. Et donc la tête plus le pain ou le bol, c'est le verbe qui signifie manger. Donc, vous voyez que soit en jouant sur un signe, soit en associant deux signes, on peut former des signes nouveaux. En sumérien, la plupart des mots sont monosyllabiques, donc c'est des mots très brefs, et du coup, les possibilités phonétiques étant réduites, vous avez beaucoup d'homophones, c'est-à-dire beaucoup de mots qui devaient se prononcer de la même façon, mais qui renvoyaient à des réalités tout à fait différentes, et qui étaient notés par des signes différents. Et on a pris l'exemple du son doux, qu'on prend toujours, parce qu'il y a une vingtaine de doux différents. Donc, il y a un doux qui veut dire aller, un doux qui veut dire entrer, bon faire, bon parler. On vous a mis juste quelques exemples. Et c'est le sumérologue François Thureau d'Angin, dont parlait Cécile tout à l'heure, qui, au début du XXe siècle, a donné des numéros. Donc, on a un signe doux 1, doux 2, doux 3, et ça n'a pas varié depuis plus d'un siècle. On est bien obligé de trier nos signes. Autre possibilité, eh bien, c'est le cas de la tête avec les hachures. Un signe peut avoir plusieurs lectures différentes, puisque la tête avec les hachures, eh bien, ça renvoie à différentes notions. Donc, si ça renvoie à la bouche en sumérien, ça se dit ka. Si ça renvoie à la dent, ça se dit zou. Si ça renvoie à parler, parler se dit tout, etc. Donc, un seul signe a plusieurs lectures. Donc, vous voyez la difficulté du système, et vous voyez comme les déchiffreurs du sumérien ont dû souffrir. Et quand on est dans un texte sumérien, il faut choisir une lecture ou une autre en fonction du contexte. Et de plus, certains signes ont été utilisés uniquement pour leur valeur phonétique. Par exemple, en sumérien, les noms se déclinent ou bien les verbes se conjuguent avec toutes sortes de particules qui ne signifient pas quelque chose en sumérien. Donc, il fallait des signes utilisés uniquement pour leur sens. Et donc, il y a certains signes qui notent les éléments grammaticaux qui n'ont qu'une valeur phonétique. Donc, à la fois, on a un système de logogramme. Donc, quand on voit le signe, ça signifie quelque chose. Et puis, un système déjà de syllabes, enfin, en tout cas, un système qui est purement phonétique. Quand on voit un signe, ça ne signifie pas quelque chose, mais ça renvoie à un son. Et c'est ce système à valeur phonétique qui a été retenu pour noter l'acadien. Alors effectivement, quand les Acadiens arrivent dans la région vers 2600 avant Jésus-Christ, ils n'ont pas d'écriture et ils arrivent dans une région où il y a un peuple, les Sumériens, qui ont inventé un système d'écriture. Donc pour noter leur propre langue, les Acadiens vont emprunter le système d'écriture du sumérien. Mais ce qui va changer fondamentalement, donc Brigitte vient vous expliquer, en sumérien, chaque signe a une valeur de mot ou d'idée. En acadien, chaque signe va valoir une syllabe. Donc, ce que vont faire les Acadiens, c'est qu'ils vont utiliser les signes sumériens sans tenir compte du sens que ces signes véhiculent. Ce qui les intéresse, c'est le son véhiculé par le signe. Donc, ils vont utiliser uniquement le son du signe, ils vont découper leurs mots en syllabes et à chaque syllabe, ils vont prendre le signe qui a le son correspondant. Donc, Brigitte vous a montré que doux avait plein de valeurs, plein de sens différents en sumérien. Pour les Acadiens, quand ils veulent écrire le mot mur, qui en acadien se dit dourou, ils vont utiliser un signe dont le son est doux. Ça peut être le doux 1, doux 2, doux 3, ils s'en fichent complètement. C'est le son qui compte. Alors évidemment, pour écrire la langue acadienne, on a besoin de beaucoup moins de signes que pour écrire la langue sumérienne, parce que quand vous avez un système logographique, vous avez besoin de 800 à 1000 signes minimum pour écrire un peu de mots. Quand on passe à une écriture syllabique, on a besoin de 150 à 200 signes maximum pour écrire la langue. Mais comme il y a des mots qui reviennent quand même très très souvent, pour aller plus vite, ils ont quand même gardé quelques logogrammes, ce qui fait que ça complexifie un peu le système. Dans le petit passage que je vous ai mis ici, qui est en fait la translittération du texte qui est là, je vous ai mis les logogrammes sumériens en rouge en capitale et la lecture en acadien syllabique en noir. Donc vous voyez que ici, pour le mot Kishib, pour le mot Dumu, pour les deux mots Dupsar, on a gardé le logogramme sumérien parce que ça va plus vite. Donc ici, c'est un signe pour un mot, ça veut dire ici le so, puis après il y a un nom propre qui est formé de 4 syllabes, Ashurnada ici. Bon, après c'est un peu cassé, mais on arrive à lire. Il y a un autre logogramme pour dire fils de,
Alors, on utilise le logogramme sumérien et puis on a un autre nom propre. Donc, en fait, les Akkadiens ne se sont pas contentés d'avoir une écriture purement syllabique. Ils ont un mélange de syllabes et de logogrammes sumériens pour aller plus vite, pour avoir des mots plus courts parfois à écrire. Donc forcément, donc, si je vous apporte une tablette, vous pouvez la traduire? Ah ben, on pourra, oui, puisque c'est notre métier. Après, on le fera avec plus ou moins de rapidité et de facilité, selon la langue qui est utilisée, selon la période, selon l'origine, le dialecte, etc. Mais oui, bien sûr, puisque nous avons été formés pour lire ces textes-là. Alors, ce qui complique en plus un peu les choses, c'est qu'il y a quelques logogrammes sumériens qui sont retenus pour leur valeur de déterminatif. C'est-à-dire, ce sont des petits signes qui indiquent à quelle catégorie appartient le mot qui suit. Alors, je vous donne un exemple, ça sera plus clair. Le petit signe en forme d'étoile, comme ça, c'est le signe du dieu en sumérien. Or, le mot Ashur, en akkadien, correspond à la ville d'Ashur, mais correspond aussi au dieu Ashur, qui était le roi, véritable roi de la ville d'Ashur. Donc, quand on écrivait Ashur, on ne savait pas si on avait affaire au dieu ou au roi, au dieu ou à la ville. Donc, on utilisait un petit déterminatif sumérien qu'on mettait avant ou après le mot pour expliquer, là, ce qui suit, ça va être un nom de dieu. Donc, ici, on met le petit signe en forme d'étoile devant le mot Ashur pour indiquer, là, je vais parler du dieu Ashur. Et de la même manière, si je veux parler de la ville d'Ashur, je vais mettre le petit signe déterminatif de la ville devant le mot Ashur, ou encore le petit signe déterminatif qui signifie c'est un lieu, un nom géographique, et que je mettrai après. Donc, vous voyez, ça complexifie un peu la chose parce qu'on introduit ici d'autres logogrammes sumériens pour écrire l'akkadien. Alors, si j'essaye de résumer un peu le fonctionnement de l'écriture de l'akkadien, avec ce signe-là, je peux le lire de plein de façons différentes. Je peux le lire comme des logogrammes sumériens. Or, il a plusieurs valeurs en sumérien. Il correspond au mot An ou au mot Dingir. Donc, An, c'est le ciel, ou Dingir, c'est le dieu. Ou je peux le lire avec la valeur phonétique en akkadien. Alors, An, c'est la valeur phonétique du ciel, du signe An. Il, c'est la valeur phonétique qui est dérivée de la traduction en akkadien du mot Dingir. Donc, vous voyez qu'un seul signe ici, je peux le lire de plein de façons différentes, soit selon que c'est un logogramme, soit selon que c'est une valeur syllabique. Donc, vous comprenez pourquoi la tâche des déchiffreurs des différentes langues écrites en cunéiforme a été sacrément compliquée. Alors, quelques mots sur les alphabets. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je vois que l'heure tourne. Il faudrait laisser la place quand même pour des questions. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc, le plus ancien alphabet qu'on connaisse en cunéiforme, c'est l'alphabet qui a été découvert à Ougarit à partir de 1929. C'était des fouilles françaises parce que la Syrie était sous mandat français. Et ça a été déchiffré très vite parce que dès qu'on a compris que c'était un alphabet, c'est allé assez vite. Et le postulat des déchiffreurs, ça a été aussi que c'était une langue sémitique. Cet alphabet se lit de gauche à droite, c'est-à-dire comme toutes les écritures cunéiformes. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit, ah, mais on est dans le milieu sémitique, nous on est habitués à l'arabe et à l'hébreu qui se lisent de droite à gauche. Non, toutes les langues cunéiformes, même sémitiques, se lisent, enfin toutes les langues notées par le cunéiforme, même sémitiques, se lisent de gauche à droite. Et parmi ces tablettes, alors il y avait les tablettes du palais, des lettres, etc., mais il y avait quelques tablettes qui ont été appelées des abécédaires parce qu'elles contiennent tout cet alphabet d'Ougarit dans l'ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même ordre qu'on trouve par la suite chez les Phéniciens et qu'on trouve par la suite chez les Grecs, chez les Hébreux. Enfin, tout le monde a hérité de l'alphabet phénicien qui ne ressemble pas à celui-ci, mais les lettres sont dans le même ordre. Les lettres qu'on a aujourd'hui dans nos alphabets, depuis l'alphabet phénicien, elles ont une forme qui est dérivée plutôt des hiéroglyphes égyptiens. C'est passé par les alphabets du Sinaï, etc. C'est encore une autre ligne de transmission d'écriture. Mais le nom de nos lettres, et ça on ne le sait pas toujours, c'est du sémitique. Ça vient de ces anciens alphabets sémitiques parce que les lettres, alors la forme des lettres dans les alphabets du Sinaï, elles avaient des formes qui renvoyaient aussi à des réalités qui étaient nommées. Par exemple, pour prendre un exemple simple,
alpha, enfin le aleph, c'était une tête de bœuf. Et la tête de bœuf, le bœuf, dans toutes les langues de Mésopotamie, en acadien, ça se dit alpou ou alpou. Et c'est ce nom du bœuf dans les langues sémitiques qui a donné l'alpha, l'aleph en arabe et finalement notre A en français. De même, le B, ça vient au départ de dessin qui a une forme de maison, et la maison, ça se dit bitoum en acadien, et c'est de là que vient notre B. Donc c'est intéressant de voir que les noms des lettres dans l'alphabet ont encore des noms sémitiques. Mmh. Et l'autre exemple d'alphabet, on peut passer assez vite, hein, c'est l'alphabet du vieux perse, mais qui est vraiment une création des rois achéménides pour des raisons de prestige à partir de Darius, et ça n'a été employé que dans l'Empire perse, gravé sur des monuments, gravé sur des rochers, comme on l'a vu à Behistun, quelquefois sur des tablettes de pierre ou de métal, plus rarement en argile. Et longtemps, on s'est dit qu'il n'y avait que des inscriptions royales. En fait, il y a une tablette administrative qui a été écrite dans cette langue et qui a été trouvée, donc il y en avait peut-être d'autres. Et c'est un système avec 36 signes qui ne sont pas tous alphabétiques. Il y a les voyelles et puis il y a les consonnes, mais qui sont aussi vocalisées. Donc c'est un petit peu entre alphabet et syllabaire. Et puis quelques logogrammes, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple, il y a un logogramme pour le nom du dieu Ahura Mazda, et puis un signe qui sert à séparer les mots. Qui étaient les scribes? Parce que je crois qu'on a découvert, enfin, vous en parliez, des tablettes qui étaient presque des cahiers de brouillon, en fait, pour apprendre à écrire. Mais qui étaient les scribes? C'était une catégorie sociale particulière, religieuse, administrative? Alors, on y arrive, parce qu'on voulait vous parler rapidement de la formation et de l'apprentissage au début du deuxième millénaire, mais on ne peut pas dire sur 3500 ans d'histoire, les scribes sont ceci ou cela, parce que évidemment, ça dépend forcément des périodes, des milieux, des dialectes qui sont parlés, des langues qui sont parlées, etc. Selon les périodes et selon les endroits et selon les milieux, l'écriture était plus ou moins largement accessible à la population. On a des périodes, moi je travaille sur des archives privées de marchands, celles que vous avez justement à l'écran là, ce sont des archives privées du 19e siècle. À cette époque-là, eh bien, il y avait beaucoup de gens lettrés. Et pas forcément qui avaient suivi une formation particulière, donc qui écrivaient parfois comme des cochons avec plein de fautes, mais qui n'hésitaient pas à écrire. Donc, on ne peut pas parler en général de scribes. On va vous montrer très rapidement là, la formation des petits scribes à l'école de Babylone il y a 4000 ans. Vous pouvez repérer la faute d'orthographe, en fait. Ah, bien sûr, hein. Faute de signes, faute d'orthographe, faute de grammaire, faute de concordance, etc. Et ils ne font pas tant que ça, ils étaient plutôt doués. Mais juste pour éviter peut-être une idée reçue, les scribes ne sont pas des prêtres et ne sont pas spécifiquement liés au milieu des temples. Il y a des scribes dans les temples, bien sûr, pour faire plein de tâches, plein d'enregistrements administratifs, mais les scribes, c'est un métier qui souvent se transmet de père en fils ou se transmet à des petits groupes d'étudiants. Il y a des professeurs aussi, mais souvent on a des scribes fils de scribes. C'est un métier qui s'apprend souvent dans les familles. Alors, ce que là, on voulait montrer, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de documents. Je vous ai dit plus d'1 million de documents au début, plus d'1 million de tablettes cunéiformes. C'est assez exceptionnel pour l'Antiquité. En plus, on travaille sur des originaux. Si vous travaillez sur des textes grecs ou latins, vous travaillez sur des copies de copies de copies de copies. Nous, on travaille directement. Quand on déchiffre, là, c'est les tablettes que je déchiffre, ça fait 4000 ans. Je suis la première à les lire depuis qu'elles ont été écrites il y a 4000 ans. Pourquoi est-ce qu'on a autant de textes? En fait, ça tient au support de l'écriture, c'est de l'argile. Alors, à l'origine, les tablettes n'étaient pas cuites, elles étaient séchées au soleil. Mais si les maisons ont brûlé, eh bien, ça a cuit les tablettes. Et cette archive-là, elle a été découverte dans une maison qui a brûlé. Et vous voyez, c'est pour ça que les tablettes ont pris toutes ces couleurs, du blanc au noir, en passant par toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu le feu, au lieu de détruire la documentation comme la bibliothèque d'Alexandrie, ça a au contraire d'autant plus conservé nos documents. Alors au premier millénaire, l'araméen est de plus en plus parlé en Assyrie, et on a beaucoup de représentations de pères de scribes à la cour du roi assyrien qui enregistrent les choses. Le scribe qui est devant, alors soit sur des fresques, soit sur des reliefs, le scribe qui est devant, il tient une tablette en argile dans sa main gauche et il tient un stylet dans sa main droite. Le scribe qui est derrière, il écrit sur support de papyrus, support souple, papyrus ou peau, à l'encre, en alphabet araméen. Malheureusement, ces documents-là, on n'en a quasiment pas,
parce que ceux-là, ben, ils n'ont pas survécu au temps. Tout ce qui est organique n'a pas survécu en Mésopotamie. Et donc, tout ce qu'on a qui nous reste de ces rouleaux de papyrus ou de peau qui étaient écrits, eh bien, ce sont les étiquettes d'argile qui étaient accrochées au bout pour pouvoir les identifier, donc écrites en cunéiforme. Le stylet, c'est un calame qu'utiliseront les moines copistes du Moyen-Âge aussi. Alors, c'est un bout de roseau qui est taillé. Nous utilisons, vous allez le voir après, des baguettes de restaurant chinois en bois, mais ça marche très bien. Mais c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a des traces de repentir, comme c'était de l'argile? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Au fur et à mesure qu'ils écrivaient, c'était très facile de passer le pouce et d'effacer. Et moi j'écris beaucoup de tablettes depuis des années. Brigitte aussi en écrit. Et quand on s'est trompé ou quand on veut changer quelque chose, on efface en lissant à nouveau les surfaces de notre tablette. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, si on n'est pas content, on écrase l'argile et on la reforme et on recommence. Donc, c'est ce que faisaient les petits scribes à l'école. Ils faisaient leur exercice, ils montraient au maître, le maître regardait, et puis si c'était bon, ben, ils remettaient dans une jarre avec de l'eau, ils reprenaient de l'argile, etc. Alors là, c'est juste pour vous montrer comment on lit les tablettes. Donc, Brigitte vous l'a dit, de gauche à droite, en ligne. Et contrairement à une feuille de papier que vous tournez selon un axe vertical, hein, comme ça, la tablette se tourne selon un axe horizontal. Donc, une fois que la face est pleine, on lit sur la tranche, puis on lit sur le revers, puis sur la tranche supérieure. Et puis, toutes les lignes ont débordé côté droit, mais il reste encore le côté gauche où il y a de la place et on remplit. Alors, quand on écrivait des lettres ou des contrats, souvent on les mettait sous enveloppe d'argile, comme vous voyez ici. Donc, les lettres étaient sous enveloppe et sur l'enveloppe, on écrivait le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire et l'expéditeur déroulait son sceau. C'était une sorte de signature. Et évidemment, normalement, les lettres, ou les contrats pas toujours, mais les lettres étaient ouvertes pour pouvoir être lues dans l'Antiquité. Alors celle-là, elle est intéressante. Vous avez une tablette et une deuxième page. Donc ici, c'est même une lettre assez longue qui a été écrite. Alors aujourd'hui, quand on trouve une lettre toujours ou une texte légal, juridique, valeur légale, toujours enfermé dans son enveloppe, c'est très frustrant. Les musées ne veulent pas casser l'enveloppe parce qu'il y a ces représentations de sauts cylindres imprimés dessus. Et donc, on utilise des scanners tomographiques pour pouvoir lire la tablette toujours enfermée dans son enveloppe de manière non invasive, comme vous voyez ici. Alors, sur les 3 millénaires et demi d'utilisation de l'écriture cunéiforme, les signes ont beaucoup évolué. Au départ, ils n'avaient pas vraiment cette forme en forme de clou. Ils étaient plutôt des courbes. L'écriture a fait un quart de tour sur la gauche très rapidement. Là, on en est vers la fin du 4e millénaire. Et puis, c'est très difficile d'écrire des courbes dans l'argile. Donc, on en est venu à écrire des segments de droite. Et c'est comme ça que ça a pris cette forme de cunéiforme. Là, on est au 3e millénaire. Là, on est à la fin du 3e millénaire, début du 2e. Là, on est au milieu du 2e millénaire. Là, on est au 1er millénaire. Vous voyez que le poisson ne ressemble plus vraiment au poisson à l'arrivée. Alors, comment est-ce que nous, maintenant, on traite les tablettes? Bon, aujourd'hui, évidemment, on pense à la photo, et pour des raisons simples, c'est qu'on peut faire de bonnes photos et que le prix de la photo a baissé. Mais pendant très longtemps, les photos étaient chères. Et puis, comme c'est un objet en 3 dimensions, c'était très difficile de photographier les clous qui étaient sur les côtés de la tablette. Ce n'est pas un objet plat, une tablette. Donc, on a commencé par faire des copies. Et quand on faisait des copies au 19e siècle, c'était très, très normalisé avec de beaux signes. C'est-à-dire que les gens ne copiaient pas toujours ce qu'ils voyaient, ils copiaient les signes comme ils auraient dû être écrits. Et l'imprimerie nationale avait fait d'ailleurs des belles fontes cunéiformes. Mais comme vous l'avez deviné, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, les scribes écrivaient plus ou moins bien. Il y avait des cancres, il y avait des fautes. Et maintenant, les copies sont beaucoup plus fidèles. C'est-à-dire qu'on copie ce qu'on voit, y compris quand il y a des fautes et quand il y a des bêtises. Donc, une copie cunéiforme, c'est ce que vous avez sur l'écran. Hein. Il y a ensuite ce qu'on appelle la translittération, c'est-à-dire qu'on translittère en alphabet latin, on donne l'équivalent de chaque signe en alphabet latin, et puis le but du jeu, c'est d'arriver quand même à une traduction et un texte qui ait un sens en français. Alors, certains chercheurs sont spécialisés dans des groupes de textes particuliers. En fait, on est tous spécialisés dans des textes particuliers parce que personne ne lit 3000 ans de textes. Et quand on est bien spécialiste d'un corpus, souvent, on arrive à
reconnaître, alors si on va très loin, reconnaître les mains de scribes, quelquefois reconnaître les tics et les manies du scribe, par exemple la façon de mettre en page la tablette, d'apposer les sauts-cylindres. Je dirais que le développement de la photographie va aussi dans ce sens, puisqu'on a des photos maintenant extrêmement fidèles, donc on est de mieux en mieux armé pour faire ce genre de travail. Alors pour terminer, on va vous dire quelques mots rapides sur la façon dont les scribes antiques apprenaient leur métier. Et comme il y a des milliers de tablettes d'exercices qui ont été trouvées, eh bien, on a pu reconstituer finalement le cursus des scribes. Pendant longtemps, les chercheurs ne s'y sont pas intéressés puisque c'était des travaux d'enfants, donc c'était des petites tablettes moches et mal écrites. Et il y a des gens qui heureusement se sont intéressés à la pédagogie et se sont dit qu'on pouvait reconstituer tout le cursus des scribes depuis le début. Et donc, on a travaillé sur l'apprentissage de l'écriture et des maths. Alors, les scribes apprenaient à la fois à écrire et à écrire les mathématiques. Les outils, vous avez déjà vu, c'est assez simple, hein, c'est l'argile qu'on écrase en forme de boule pour commencer, pour faire des tablettes de forme assez simple, et le calame qui est en général un roseau taillé. Il faut juste un angle pour faire ces signes triangulaires. Et le premier apprentissage du scribe, c'est faire sa tablette. Donc, pour les débutants, on fait une petite boule, on l'écrase et on a ce qu'on appelle une lentille, une tablette lenticulaire, hein, qui peut contenir quelques signes d'écriture. Et les premiers signes, c'est des exercices de clous, comme vous le voyez. Vous voyez les petites mains de ma collègue Cécile sur la diapo, parce qu'on a fait pas mal d'exercices de scribe. Donc les premiers exercices élémentaires, c'est des lignes de clous, verticaux, horizontaux, etc. Et puis, apprentissage de syllabes, c'est-à-dire que chez nous, les scribes font des lignes de A, B, etc. Chez nous, en Mésopotamie, ils apprennent des syllabes par série, Toutati, Boubabi, etc., en fonction de la vocalisation, sauf que Touta et Ti, ça ne se ressemble pas du tout. Alors, en même temps qu'ils apprennent à écrire ces signes syllabiques, ils apprennent à compter, à écrire les nombres. Donc, ils sont dans un système nous, on compte en base 10. Eux, ils comptaient en base 60. C'est-à-dire que base 60 est un système additionnel. Donc, ils avaient un signe pour l'unité qu'ils additionnaient jusqu'à aller à 9. Et puis, ils avaient une autre sous-base 10, parce que sinon, avoir 59 chiffres différents, c'est un peu compliqué. Donc, ils avaient aussi un signe pour 10. Donc, vous voyez, ils groupent les signes par 3 pour que ce soit visuel, parce que si on aligne 9 clous, c'est difficile à compter. Donc là, on voit immédiatement qu'on a 9. Après, donc ça s'appelle un système additionnel. Hein. On met autant de clous verticaux que d'unités. Puis après, on passe à 10. Pareil, on ajoute donc 10, 20, 30, 40, 50, toujours groupés par groupe de 3. Et puis 60 est noté par un clou vertical comme 1. C'est-à-dire, nous, pour écrire 1 et 10, on utilise le même symbole. Eux, pour écrire 1 et 60, ils utilisent le même symbole. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de zéro. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de zéro, eh bien, on est dans une numérotation flottante. On ne sait pas, si on écrit un clou vertical, on ne sait pas si c'est 1, si c'est 60, si c'est 60 fois 60 ou si c'est 1 sur 60. Donc, on est obligé de connaître l'ordre de grandeur de ce qu'on est en train d'écrire. Et puis, c'est une notation positionnelle. Là, j'ai écrit un chevron, c'est 10 plus un clou vertical, donc 10 plus 1, ça fait 11. Si je prends les mêmes signes, mais que je les inverse, eh bien là, je serai obligée de lire 60, et le chevron, c'est 10, donc ça fait 70. Donc, c'est une façon d'écrire positionnelle, parce que la position respective des signes les uns par rapport aux autres change effectivement le nombre que l'on doit lire. Alors, pourquoi 60? On a plein d'explications différentes. Ce qui est sûr, c'est que 60 a beaucoup de diviseurs, ce qui fait que ça permet une liberté de calcul extraordinaire. Alors, on a pu reconstituer le cursus dans l'ordre. Et alors, justement, on sait que l'apprentissage de l'écriture était couplé à celui des maths, parce que souvent, sur une tablette, on a des exercices d'écriture sur un côté et des exercices de maths de l'autre. Donc, on sait que le petit scribe faisait les deux choses dans la même journée. Pour l'apprentissage de l'écriture et de la langue, les scribes commençaient par des signes très simples, hein, des signes qui demandent l'assemblage d'un ou deux clous. Ensuite, des listes de syllabes. Ensuite, des listes de vocabulaire. Alors, des listes de vocabulaire, mais j'ai oublié de le dire, les scribes apprenaient le sumérien à l'école. C'est-à-dire, alors pour les scribes sumériens, c'était normal d'apprendre le sumérien à l'école, mais quand le sumérien est devenu une langue morte, à partir de 2000 avant notre ère, eh bien,
les petits scribes ont continué à apprendre le sumérien à l'école. C'est-à-dire que même dans l'Antiquité, on allait à l'école pour apprendre des langues mortes. Et donc, ils devaient faire de longues listes de mots sumériens. Il y a même un petit texte qui dit qu'ils devaient même essayer de parler sumérien à l'école, sinon on leur tapait sur les doigts. Donc, liste de vocabulaire sumérien, classée selon toutes sortes de critères sur toute thématique. Ensuite, des listes de signes plus compliqués, classés, alors les signes qui se ressemblent graphiquement, les signes qui ont le même son, etc. Ensuite, des petits proverbes en sumérien et des modèles de contrats en sumérien. Et d'ailleurs, les scribes, souvent, ont gardé dans le vocabulaire des contrats pas mal d'éléments sumériens. Et alors, ceux qui allaient jusqu'au bout du cursus, parce que certains devaient arrêter assez vite pour faire des tablettes administratives à n'en plus finir, ceux qui étudiaient longtemps recopiaient des grands textes littéraires. Et ce qui est assez amusant, c'est que les grands textes littéraires, on les connaît parce qu'ils ont été produits dans les écoles et copiés par des enfants en formation. Et du coup, souvent, quand ils sont longs, on a plusieurs manuscrits du début et pas beaucoup de la fin. Alors, on ne sait pas si le scribe arrêtait parce qu'il était fatigué ou bien si c'était son professeur qui lui disait « Bon, ça va, maintenant tu sais le sumérien, tu peux arrêter ». Mais la fin des grands mythes sumériens, on l'a pas souvent. Alors, juste pour vous parliez de tablettes effacées tout à l'heure. Oui. Ça, c'est un exercice typique où le maître a fait la copie à gauche et l'élève a recopié à droite. Et puis, il a été montré au maître et puis le maître lui a dit d'accord ou pas bien, etc. Et il a effacé et recommence son exercice. Ah, oui, d'accord. Ou peut-être passer à un autre gamin aussi. Peut-être. Est-ce qu'il y a une tablette que vous rêveriez de découvrir? Oh, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de textes, on se dit, ah, ça serait super de pouvoir trouver un texte qui nous explique ça, parce que là, on n'a pas d'explication et qu'on est obligé d'imaginer la reconstruction. Mais en fait, on est très loin d'avoir tout déchiffré, tout ce qu'on a déjà découvert. Donc, on a du travail pour plusieurs générations devant nous. Et comme les fouilles continuent et que chaque fouille produit de nouvelles tablettes et qu'on est très, très peu nombreux, on est 450 dans le monde à travailler sur ce plus de millions de textes cunéiformes, vous imaginez qu'on a du travail pour des années et des années et des années. Si on doit faire des fausses tablettes, et si vous voulez un scoop qui fasse vraiment la une des médias, il y a une chronique babylonienne du premier millénaire de Nabuchodonosor II, et la chronique mentionne la première prise de Jérusalem en 598, mais la deuxième prise de Jérusalem 10 ans plus tard, on ne l'a pas parce que la chronique est cassée, et donc la prise de Jérusalem et l'exil, on ne le connaît que par la Bible. Et si la chronique allait plus loin, elle devait mentionner la deuxième prise de Jérusalem et la déportation des gens de Jérusalem en 587. Donc, si quelqu'un veut faire une fausse tablette, c'est celle-là qu'il faut faire. Ça prend un scoop extraordinaire, mais personne n'y croira. Vous parliez tout à l'heure de François Thureau d'Angin. Alors, j'ai regardé son syllabaire acadien donc, qui avait été publié en 1926, qu'on peut lire sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. Et donc, bon, on a l'impression que ce sont des signes mathématiques. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un linguiste, si on peut dire, mais c'est presque un critique musical parce qu'il accorde énormément de qualificatifs au son, etc. Et alors, je pensais à ce qu'avait dit un jour le physicien Pierre-Gilles de Gennes, qui avait été prix Nobel de physique en 1991, qui travaillait beaucoup avec l'industrie, avec l'économie, et il avait émis l'hypothèse suivante. De la même façon qu'on imprime du son dans une plaque de cire, rien n'interdirait, en théorie, de penser qu'on pourrait mettre au point un jour un système de lecture pour lire, par exemple, les sons qui ont été enfermés dans des poteries ou donc, en l'occurrence, dans des tablettes d'argile. Alors, vous imaginez, vous, si vous pouviez entendre les verbes, les noms, les mots du scribe pendant qu'il écrit, vous le comprendriez? Alors en fait, cette déclaration de Pierre-Gilles de Gennes avait fait effectivement beaucoup de bruit chez nous quand il l'avait sorti, et des collègues l'avaient cru mordicus que c'était déjà le cas, qu'on était déjà capable d'entendre et chercher absolument à se procurer l'invention. Mais non, hélas, oui, ce serait magnifique. Entendre les potiers chanter et bavarder tout en tournant leur peau, etc. Non, mais par contre, par rapport à la musique, on pense que les premières notations musicales ont été découvertes sur les tablettes d'argile de la ville d'Ougarit et dateraient du XIVe, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, avec une notation musicale. Alors, chaque musicien qui interprète ces tablettes en propose une interprétation différente, donc on ne sait pas trop à quoi ça pouvait ressembler au final, mais il y aurait déjà existé une notation musicale. En fait, vous nous lancez sur n'importe quelle thématique,
on aura de quoi vous répondre par rapport à des textes cunéiformes qui en parlent. Parce que c'est vraiment une civilisation de l'écrit et ils ont absolument mis tout par écrit. Donc on vous trouve la première carte du monde dessinée en cunéiforme au IXe siècle avant Jésus-Christ, connue par une copie du VIIe siècle. Vous nous parlez de n'importe quoi, on peut vous trouver un exemple. Enfin, on a déjà un témoignage écrit qui vient de Mésopotamie. C'était oui, je vous en prie. Gilles, on va peut-être du coup passer aux échanges et aux questions, ou est-il trop tôt? Une dernière question peut-être. Vos étudiants, je voudrais savoir quel cursus universitaire ils ont suivi et quels sont leurs débouchés. Alors, je peux en parler un peu parce que j'enseigne l'acadien à Paris 1. Donc, en France, traditionnellement, l'apprentissage du cunéiforme, ça se fait dans les universités d'histoire. C'est rattaché au département d'histoire. Il y a d'autres pays où c'est rattaché au département des langues. Dans les rares universités en France où ça peut se faire, c'est plutôt rattaché au département d'histoire. Et les étudiants ne commencent pas toujours dès la première année, parce que faire ça pour tout abandonner, c'est un gros investissement. Donc, ils commencent chez nous souvent à partir de la troisième ou de la quatrième année de fac. Et on leur fait un cursus de 2-3 ans. Et ensuite, après, à charge pour eux de continuer toute leur vie. Il y a des séminaires. Mais auparavant, ils ont étudié le grec ou le latin ou Pas nécessairement, parce que ça leur sert pas forcément. Il y a ceux qui ont étudié le grec, ceux qui ont étudié le latin, ceux qui ont étudié les deux, et ceux qui ont étudié ni l'un ni l'autre. Ça n'a pas vraiment de rapport direct, puisque ce sont des langues sémitiques. Ils n'ont pas forcément besoin. Ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est qu'en France, les étudiants passent par le cursus d'histoire, mais si vous allez en Belgique, en Italie, en Allemagne, les étudiants passent par un cursus de linguistique. Donc en fait, on n'a pas du tout la même formation et du coup, on n'a pas du tout la même approche sur les textes eux-mêmes. Notre manière d'étudier ces textes anciens n'est pas tout à fait la même chose, n'a pas la même finalité que si on a une formation en France ou à l'étranger. Alors, Jean-Marie, on passe aux questions des connexions. Moi, j'ai une première question, c'est quels sont les grands textes? Donc, j'imagine qu'il n'y a pas que des écritures administratives ou de formation. Quels sont les grands textes littéraires dont on dispose le plus connu, c'est l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, oui. Et vous en avez... Il y en a énormément d'autres. Il y a la création, le poème babylonien de la création qui remonte. On a des théogonies, des cosmogonies d'abord, des théogonies, des anthropogonies, c'est-à-dire des textes qui relatent la création de l'univers, la création des dieux et la création de l'homme. On en a beaucoup. Et des poèmes comme Gilgamesh, quoi. Alors, on l'appelle une épopée, mais on a des poèmes par ailleurs. On a des textes de sagesse, des séries de proverbes, énormément de textes littéraires, mythologiques, religieux et autres. Alors, cela dit, c'est quand même pas la majorité, c'est-à-dire que quand nos collègues fouillent, ils ne tombent pas principalement sur des textes littéraires, ils tombent sur des contes de grains. Ça, c'est pas forcément puisque moi je travaille sur des lettres et de la correspondance privée, de la correspondance entre mari et femme, par exemple. Ça peut être croustillant, j'imagine. Très. Pardon, je laisse la place aux autres questions, Gilles. À vous de jouer pour la suite. Il y a des questions dans la bande de chat aussi. Ah oui, il y a des questions dans la bande de chat. Alors, je prends la première. Comment a-t-on réussi à retrouver le son de la langue sumérienne et de l'acadien? Est-ce par comparaison avec le perse? Alors, non, parce que tout ça, c'est des langues complètement différentes. Pour l'acadien est une langue sémitique. Donc, on a essayé de comparer à l'hébreu et à l'arabe. Et justement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce que les sons auraient pu être captés par l'argile, etc. Je pensais que si on pouvait entendre ce que disaient des personnes qui vivaient en Mésopotamie il y a quelques millénaires, on se rendrait compte qu'on prononce extrêmement mal. Et que peut-être c'est nos collègues arabes ou qui parlent hébreu qui comprendraient beaucoup mieux et qui pourraient plus facilement parler avec d'anciens Mésopotamiens. Et le sumérien, ce qu'on sait de sumérien, c'est parce que les scribes, une fois que le sumérien était devenu une langue morte, finissaient par ne plus bien comprendre et se sont fait des espèces de dictionnaires bilingues. Donc, ils se sont fait des listes de mots sumériens acadiens. Et à côté du mot sumérien, quand ils ne comprenaient plus du tout comment ça se prononçait, ils ont mis le son
En acadien, exactement comme dans les dictionnaires anglais-français, vous avez des petits signes phonétiques, vous savez, pour expliquer que les prononces. Donc, ils ont mis des syllabes pour expliquer que voilà tel mot qui veut dire le fils en sumérien. Ben, ils ont mis le signe dou et le signe mou pour dire ça se prononce doumou le fils en sumérien. Puis à côté, ils ont traduit en acadien ça se dit maroum, etc. Et donc, on a la prononciation qui était celle que les Acadiens donnaient, etc. Mais alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a pas l'accent. Hein. Si on doit parler très mal, on se comprend entre nous, mais voilà. C'est fascinant, fascinant. Une autre question. Je regarde ce qu'il y a dans la bande de chat. Trouve-t-on des traductions? Les traductions, alors en français, il y a la série de livres, la collection Littératures anciennes du Proche-Orient aux éditions du Cerf. Ce sont des traductions en français des hymnes royaux, des textes de l'épopée de Gilgamesh, des codes de loi, de lettres aux officiels, etc. Il y a toute une collection de livres de traduction de textes en français aux éditions du Cerf. Voilà, alors il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, alors j'ajoute qu'il y a aussi les livres de Jean Bottero, je tape son nom dans la bande de chat, qui avait traduit avec Samuel Noah Kramer un ensemble de poèmes sumériens pour les gens qui s'intéressent à la littérature et qui avait traduit l'épopée de Gilgamesh aussi. Donc là, il faut. C'était chez Gallimard, ça, dans la. Les deux, c'est NRF. Quelqu'un a mis dans la bande de chat la référence de Set Location Syria, donc ça c'est très bien, c'est un projet qui a été lancé par nos amis finlandais depuis plus de 20 ans. Ils ont essayé de traduire d'abord en anglais et maintenant de mettre en ligne tous les textes du premier millénaire, les textes de l'État syrien. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc il y a la translittération d'alphabet latin mais en assyrien d'un côté et la traduction anglaise de l'autre. Il y a d'autres projets comme ça en ligne de traduction, des inscriptions royales et toutes ces choses. Alors, pour apprendre l'acadien, donc il y a Paris 1 où Brigitte enseigne. Il y a l'Institut supérieur Khéops qui a régulièrement des cours d'acadien. L'école pratique des hautes études, mais c'est des niveaux plus avancés. L'école du Louvre, l'ELCOA, l'Institut des langues orientales. Il y a pas mal d'endroits à Paris. À Paris, on est plutôt. Il y a 3 niveaux d'acadien, l'Université de Lille, je signale, si vous n'êtes pas à Paris. Voilà. Et puis nous-mêmes, à Nanterre, nous organisons des stages intensifs d'acadien tous les 2, 3, 4 ans. Là, on a été un peu coincés parce qu'en général, on fait ça en juin-juillet et c'est pas vraiment possible en ce moment de faire des choses en présentiel. C'est pas l'ordre du jour. Et oui, est-ce qu'il existe un wiki acadien-pédia? Oui, alors il existe le Cuneiform Digital Library Initiative. Si vous tapez sur votre moteur de recherche CDLI, c'est une banque de données de textes cunéiformes où il y en a 300 000 qui sont en ligne, soit en photo, soit en copie, etc. Et associé à cette banque de données, vous avez le CDLI Wiki. Et en fait, notre équipe à Nanterre a monté ce projet en collaboration avec une équipe de Oxford. Et le CDLI Wiki, vous avez une espèce d'encyclopédie en ligne qui est normalement accessible à un public plutôt large. C'est pas très technique, donc c'est lisible par tous. Et puis en français, vous avez quand même le dictionnaire de la civilisation mésopotamienne que nous avons publié en 2000 chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Mmh. Mais est-ce que du coup, vous arrivez par ces échanges à reconstituer justement des textes, des tablettes dont des morceaux peuvent être répartis à travers le monde, entre les mains de particuliers pour certains, dans des collections publiques dans d'autres? Alors, dans les collections de particuliers, c'est toujours très difficile parce qu'on ne connaît pas forcément leur existence, donc c'est très, très compliqué. Et puis, on est toujours obligé, moralement, éthiquement, de savoir quand la collection a été constituée, si elle vient du marché des antiquités ou pas. Mais reconstituer des morceaux de tablettes qui fonctionnent, oui, moi, dans les premières années d'études, je travaillais sur un lot de tablettes au Louvre. J'ai découvert que j'avais une tablette qui me rappelait des choses que j'avais déjà lues dans une autre tablette qui était conservée au musée de Giessen, dans la ville de Giessen, un tout petit musée. Et j'ai attendu, j'avais un collègue allemand qui avait publié une copie de morceaux de la tablette principale. Et moi, j'étais en train de publier une copie et j'ai mis les 2 copies à peu près à la bonne échelle et j'ai essayé de coller les copies. Alors, c'est pas coller les tablettes, c'est copier des copies faites à la main. Et ça fonctionnait plus ou moins bien.
Et en fait, c'est très récemment, il y a 2 ans, où on a fait une expédition avec ma doctorante au Louvre et dans la collection Guissen pour faire des scans 3D de la tablette qui ont été imprimés en 3D sur des imprimantes 3D. Et nous avons rejoint les 2 morceaux de la tablette reproduite en 3D. C'est extraordinaire. Vive l'imprimante 3D, donc. Voilà. Bon, Jean-Marie, Brigitte Fillon et Cécile Michel vont te soumettre une version qu'il faudrait que tu rendes la semaine prochaine, hein, si possible. Ça sera avec grand plaisir. D'ici là, je suis sûr que je saurai tout l'alphabet sumérien, akkadien. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier. Vous avez prouvé effectivement que l'akkadien, le sumérien et toutes ces langues, le hittite compris, avaient leur place dans le Festival des langues classiques. Donc désormais, on va ouvrir encore un peu plus. Hein, c'est tant pis pour nous. C'est parfait. On est très heureux. On l'a bien cherché. Tant pis pour nous. Le prochain festival, on va s'ouvrir à ces langues anciennes aussi. En tout cas, je tenais à vous remercier vivement au nom de tous. Et peut-être à faire en mot de conclusion, vous rappeler tout simplement que voilà, le Festival des langues classiques est une création de la ville de Versailles et conjointement avec les éditions des Belles Lettres. Je salue au passage Nicolas Filicic, éditeur et responsable du développement des éditions des Belles Lettres, qui doit être derrière son écran en ce moment même. Je salue François de Mazières, maire de Versailles, et Emmanuel de Crépy, qui est l'adjointe à la culture, sans lesquels nous ne pourrions pas mettre en œuvre ce Festival des langues classiques. Ils y ont cru dès le début. Et Dieu sait si les deux auraient pu paraître farfelus dans toute autre ville, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres initiatives de ce type ailleurs en France. Je salue également nos partenaires universitaires que sont l'Université de Versailles-Saint-Quentin d'un côté et Sorbonne Université de l'autre. Je tiens à remercier tout particulièrement au sein même de la direction des affaires culturelles de la ville de Versailles, tout d'abord ma propre adjointe Séverine Boursin et toute l'équipe qui est à ses côtés, à mes côtés, nous ont beaucoup aidé dans le montage un peu compliqué de cette édition, naturellement, qui a dû changer 14 fois de programme compte tenu des conditions dans lesquelles on s'est effectué. Je salue Virginie Hurel, notre stagiaire à l'ADA, qui nous a beaucoup aidé. Angéline Marmion, qui s'est attachée à ce que ce programme puisse prendre forme et surtout être diffusé. Je salue également Julie Palacios, qui dirige l'université Interage, dans laquelle devaient se tenir en présentiel ces débats. Et donc, je salue aussi Victor Signamour, qui, pour cet aspect, a géré aujourd'hui tous les aspects techniques de nos échanges. Merci Victor. Sans vous, on n'aurait jamais réussi à faire tout cela. Je salue également la direction de la communication de la ville de Versailles, en la personne de son directeur Guillaume Lebigre, Claude Nénès Marcel, notre chargé des relations avec les médias, Camille Laurent, la graphiste qui a conçu le programme numérique interactif qui nous a permis de nous retrouver tous, ainsi que Jean-Baptiste Gupta et Julien Butet qui s'est occupé de la communication. Et il me reste à remercier tout particulièrement nos modérateurs, Olivier Pascal Mousselard et Gilles Auré, mes complices maintenant depuis 2 éditions de ce Festival des langues classiques. Ça va devenir une habitude, mais elle n'est pas fâcheuse, elle est bonne et saine. Et je tiens vraiment, pour donner le mot de la fin, excusez-moi, mais à remercier vraiment Victor Signamour, qui est encore aux commandes et qui m'entend en ce moment même. Victor, merci très gentil. Merci beaucoup, parce que sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Et ce partage de savoir, et là, moi, je sors de là émerveillé, moi qui suis plutôt familier du latin et même pas du grec. Alors là, vraiment, le sumérien, l'akkadien. Merci, mesdames. C'était, je ne sais pas, Gilles, ce que tu en penses, mais là, franchement… Extraordinaire, oui. Des mondes nouveaux s'ouvrent à nous. Absolument, oui. Je crois qu'on va tous se mettre à l'apprentissage du sumérien et de l'akkadien. Vraiment, vous avez fait des émules. On vous remercie. On vous remercie, oui. Dans le monde d'après, si vous refaites une version qui ne sera pas derrière… On est prête à venir faire l'atelier prévu. Voilà. Dans un an, Jean-Marie n'aura pas fini de faire sa version encore. Hein. Non, ça c'est sûr que je n'aurai pas fini. Donc je vous rendrai copie à la prochaine édition du Festival des langues classiques qui aura lieu lui aussi, a priori début février. On reviendra aux anciennes dates. Donc pour la 4e édition du Festival des langues classiques, à nouveau en format, peut-être garderons-nous justement une forme distancielle, mais en tout cas j'espère qu'on se verra ce coup-ci, et j'espère que nous pourrons monter donc ces fameux ateliers d'écriture en akkadien et en sumérien tels qu'on prévoyait de les faire
on aura notre session de rattrapage, je vous le promets. Voilà. En tout cas, merci infiniment. C'était un merveilleux moment de savoir et de saveur quelque part. Enfin, vraiment. Merci à vous. Merci Gilles. Merci beaucoup.